ben voilà ce mariage, un tout nouveau, c'est la série, hein, Encore. des mariages chez Sassou Nguesso, pendant que les Congolais sont en train de mourir de faim, de misère, n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité. Non, Monsieur Sassou Nguesso et son clan, disons sa famille, ben voilà, c'est le paradis. C'est une série de mariages princiers. Là, ils sont allés au Gabon. C'est Junior Bongo qui doit se marier avec la fille Mais il ne s'était pas Tom déjà marié au Bongo. Congo, Et non? ce que nous avons appris, c'est qu'avant ce Il ne s'était pas mariage, déjà c'est-à-dire marié parmi au les Congo? festivités, pardon, Il ne s'était pas déjà marié au Congo, ce garçon? ben ça, je sais pas. Les Mhm. internautes nous le diront. Et donc, Oui. je disais, ce que j'ai constaté, c'est que parmi les festivités hein, organisées pour ce mariage, c'est que Bongo Junior a organisé une campagne de consultation médicale gratuite. D'accord? Et puis, je crois, un projet d'adduction d'eau potable au Gabon. Et ce qui est curieux, c'est que on le voit beaucoup plus au Congo à côté de Sassou Nguesso. Il est, je crois, il doit être même conseiller de Denis Sassou Nguesso. Bon, c'est vrai que c'est son petit-fils, mais il joue aussi au fils de conseiller. Moi, c'est un peu l'utilisation de l'argent. Parce que jusque-là, on ne peut pas comprendre où est-ce qu'il trouve l'argent. Et c'est des gens qui s'affichent comme ça à la télé, sur les réseaux sociaux, tels qu'ils sont en train de faire. À côté, il y a un peuple qui est en train de mourir de misère. Et c'est qui? C'est Sassou Nguesso et sa famille, qui vient vous dire à la télé, non, ceux qui critiquent mon action, c'est des oiseaux de mauvais augure. Le voilà qui va brûler des milliards et des milliards tout le temps, en train d'organiser des mariages encore qui le fassent, voilà, en toute dignité, en toute, comme qui dirait, discrétion, les gens vont comprendre. Mais qu'y a-t-il à afficher comme ça? Chaque jour qui passe, sinon chaque semaine qui passe, un mariage princier dans la famille de Sassou Nguesso. Ce monsieur qui est à la tête d'un Congo où les gens meurent de faim, n'ont plus d'eau potable. Alors, il faut savoir que il faut être, il faut que le Congolais développe lui intérieur. En tout cas, il faut qu'ils entendent les moindres signaux qui passent. Les Alénois, c'est une devise dans cette famille-là. Les Alénois, c'est une devise dans cette famille. Et Bongaye Bongate, toujours meilleur. C'est une devise de Sassou et de cette famille. Mosala à l'État, Basala Kamalembe Malembe. Donc, ça ne sert à rien d'être pressé. Mosala à l'État, ici, la Kate. Ça, c'est des choses qu'on a entendues sous Sassou 1. Mais j'avais au début, quand on me parle du coup d'État de Sassou, on est en 1997, je suis étudiant en Chine, j'ai dit, vous commettez une erreur en soutenant ce coup d'État. C'est pour cela que je ne supporte pas, ça m'appartient, je ne supporte pas tous ceux qui se sont alignés avec Sassou pour le coup d'État de 97. Qu'ils soient en prison, que Sassou les tue. Monsieur Perrin, je vais décevoir peut-être vos téléspectateurs, mais je m'en fiche, mais royalement. Tous ces gens n'ont pas trahi Pascal Lissouba. Ils n'ont pas trahi l'UPADES. Ils ont trahi le Congo. Prenez tous les étudiants congolais qui étaient avec moi en Chine, dans la même université ou pas, peu importe leur origine, Niari, Bouenza, Poul, Sanga, Cuvette, Quilou, tous, je leur ai dit, personnellement, je ne pardonnerai jamais à tous les Congolais et à tous les étrangers qui ont ramené Sassou au pouvoir parce qu'ils n'ont pas trahi Lissouba. Ce n'est pas mon problème que Lissouba perde le pouvoir. Ce n'est pas mon problème que l'UPADES perde le pouvoir. C'est le Congo qu'ils ont trahi. Parce que Sassou va faire reculer ce pays. Sassou va détruire la démocratie qu'on était en train de construire. Et c'est pour cela que j'en parle. Ces enfants qui étaient petits dans les années 80, écoutez-moi bien, peuple congolais, ces enfants qui étaient petits, ils vont réclamer leur part du gâteau. Et ces enfants-là vont ramener des petits-enfants. Et donc, Sassou, on a une vingtaine d'enfants. Vous ajoutez les petits-enfants, les cousins et les cousines et tout. Le boucoutage dont on a parlé pendant la conférence nationale, ça ne sera rien. Ceux qui étaient avec moi en Chine se rappellent quand je leur ai dit ça. J'ai dit ce que Sassou fera du Congo. Même Satan aura pitié des populations congolaises.
Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans Droit de savoir. Il est largement admis que la situation socio-économique du Congo-Brazzaville se détériore davantage. Les Congolais sont parfois contraints d'utiliser l'eau de ruissellement pour leurs besoins quotidiens et même pour boissons. Ça se passe dans la capitale politique de la République du Congo, donc à Brazzaville. Suivez. Chacun son emplacement ici pour s'adonner à la lessive sur une voie très fréquentée par des véhicules. Au collecteur Zangadjabangombe, rue Mbemba Théodore, dans le premier arrondissement, c'est la ruée vers l'eau de ruissellement. Lessive, réserve, survie. Ici, une seule règle, se débrouiller et parfois au péril de leur vie. C'est une eau souterraine, apparemment, qui est malsaine. Adultes, enfants, tout le monde s'y met. Les plus jeunes descendent dans le collecteur, pieds dans l'eau sale. Objectif, remplir les bidons. Une scène choquante, dans un environnement à haut risque. Ça fait mal quand même, parce que vivre dans des situations pareilles, à notre ère, Brazzaville, capitale, notre belle capitale, vivre des situations de ce genre, c'est un peu bizarre, sincèrement. Notre société d'eau qui s'active, qui nous donne une bonne eau, parce que comme ça là, vraiment, c'est de sales conditions. Regardez, vous êtes là, vous êtes témoins. Oui, ces conditions ne tiennent pas, On prend de l'eau de le caniveau, on boit seulement. Ça ne repas pas, mais moi je fais la diarrhée. Après ça me fait gratter, je me lave aussi avec. Parce que de l'eau ne coule plus, on est en train de souffrir, mais on a la pompe à la maison. Voilà près de 2 semaines que ça dure. 2 semaines sans eau régulière dans plusieurs quartiers sud de Brazzaville. À l'origine, des travaux de maintenance sur la ligne électrique du complexe de Djoué, menés par la LCDE, la Congolaise des eaux. Conséquence, des robinets à sec. Lydie, vendeuse au marché Total, a laissé tomber son activité. Sa priorité, trouver de l'eau pour laver, pour cuisiner, pour survivre. Comme elle, des centaines de familles attendent le retour à la normale. Pendant ce temps, certains ménages ont encore un mince filet d'eau. Non, c'est pas l'eau du robinet apparemment. Parce que c'est qu'un jour aussi, avant-hier, j'ai goûté, j'ai bu ça. Au fait, ce n'est pas le même goût avec l'eau de la pompe. Et quand tu laves, que ce soit les assiettes ou tu fais la lessive, il y a le calcaire qui sort. Apparemment, oui, ça coule seulement ici. Parce que je ne suis pas encore partie. Parce que si l'eau coulait aussi chez les autres, je ne voudrais pas voir les enfants là puiser l'eau là-bas. Parce que comme l'eau coule d'abord fréquemment, il n'y a pas les gens qui sont au pont là. L'eau là est négligée. Mais là maintenant, comme l'eau ne coule plus, il y a maintenant du monde là-bas qui... À quelques mètres, une autre option, un forage. Eau payante, 50 francs CFA le bidon. Colombe et Vanicia ont fait leur choix. Payer plutôt que tomber malade. Parce que l'eau là-bas est sale. Alors, je trouve que c'est sale, que ça fait sortir aussi des choses sur le corps. Oui, voilà pourquoi on a préféré venir ici au forage. Oui, parce que l'eau a l'air d'être potable par rapport à l'eau qui coule dans le caniveau. Voilà, après 43 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, l'accès à l'eau potable demeure un problème majeur pour les Congolais. Qu'en est-il des transports en commun? Voici un aperçu de la situation dans certains quartiers de Brazzaville, notamment dans le 8e arrondissement de la capitale à Madibou. Nous sommes au quartier Mayanga, dans le secteur d'Imousoso, une agglomération à forte concentration de la population relevant de l'arrondissement 8 Madibou. Ici, les habitants sont obligés de traverser le Djoué par pirogue pour se rendre dans les différents quartiers de Brazzaville. C'est le cas de Finontolo, un jeune exerçant au marché Total en attente d'une pirogue. Selon lui, cette voie navigable reliant Mayanga à Kinsundi vers Barrage constitue un raccourci moins coûteux. Avec son franc, on peut traverser et prendre l'autre moyen à 150 francs pour arriver jusqu'au marché Total, bien de l'autre côté de la ville. Ce chemin-ci, c'est un raccourci pour facilement aller à Kinsundi au lieu de prendre encore le transport qui me ferait prendre 2 bus au dedans. Donc, d'où j'ai préféré couper sur ces voies. Si tu essaies de prendre à Mayanga jusqu'à Texaco, ça peut te coûter même 500 000 francs comme ça. La traversée par pirogue sur le Djoué est moyennant une pièce de 100 francs CFA. Au regard de l'importance du trafic sur cette voie navigable et de difficultés endurées, les populations sollicitent la construction d'un pont reliant Mayanga à Kinsundi pour une mobilité plus aisée. La population souffre vraiment énormément. Si les autorités peuvent penser à nous
si vraiment les autorités peuvent penser à mettre un pont, on aura la facilité de traverser. Comme il n'y a pas du pont, on est en train de prendre le pirogue. Pour cet homme exerçant non loin du quai de Kinsundi, la construction d'un pont est une urgence, car aux heures indiquées pour l'arrêt des activités de la pirogue, il se pose un véritable problème de mobilité des personnes et des biens. Il y a des risqueurs. Quand il arrive ici, il n'a rien. Pour contourner là-bas de Total et jusqu'à B-Secondé là-bas pour revenir encore ici, il préfère nager la nuit. La construction d'un pont, vraiment, c'est très, très indispensable. Le trafic sur le Dieu commence à 6 h et se termine à 17 h. Même les marchandises passent également par cette voie navigable qui constitue un moyen important de transport. On va aller voir dans un autre domaine, et cette fois-ci, dans le système de santé. Concernant évidemment le système de santé au Congo-Brazzaville, le professeur Thierry Yonza, chirurgien général et spécialiste des transplantations, s'est exprimé à ce sujet sur le plateau de Téléka Média. On l'écoute. En chirurgie de manière générale. D'abord, il y a de moins en moins de chirurgiens au Congo, il faut le savoir. On va prendre simplement l'exemple du CHU, puisque c'est le seul CHU au Congo-Brazzaville et c'est l'hôpital de référence pour tout le pays. Mes collègues chirurgiens ne sont pas du tout heureux du fonctionnement de leur service. Je vous donne un exemple. Le service de chirurgie digestive, en ce moment, ne peut opérer qu'une fois par semaine. Et il ne peut planifier que 3 malades. Et sur les 3 malades, il ne peut opérer que 2 malades. Cela est dû à quoi, professeur? Alors, j'ai les explications qui m'ont été données par mes collègues. D'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel au bloc opératoire pour endormir plus de malades, semble-t-il. Il y aurait un problème de respirateurs, il n'y en aurait que 4, et il y a plusieurs disciplines chirurgicales. Le deuxième problème, c'est la motivation et les paiements des salaires. Vous le savez, les paiements de salaire ne se font pas régulièrement au CHU, et je crois qu'il y a plusieurs mois d'arriérés actuellement, et ça a complètement démotivé les équipes, ce qui fait qu'au bout d'abord, on commence les interventions 2-3 heures plus tard que ce qui était prévu. Ensuite, les interventions se terminent beaucoup plus tôt parce que les collègues qui les endorment, les médecins anesthésistes réanimateurs, disent écoutez, je suis désolé, mais à cette heure-ci, moi je rentre chez moi, on a fait 2 malades, ça suffit. Voilà. Et puis, il y a bien entendu tout l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Au Congo-Brazzaville, il n'y a que 2 infirmières spécialisées pour les blocs opératoires. Donc, il n'y a aucune filière qui forme les infirmières de bloc opératoire. On travaille donc avec du personnel non qualifié. Et en ce qui concerne la chirurgie, par exemple, vous parliez des difficultés. L'hôpital de Ouesso a été créé, il n'y a pas de chirurgien. Voilà. Et on prévoit d'en faire 12 hôpitaux généraux. Il y en a quelques-uns qui ont été créés, mais où il n'y a pas de chirurgien. Donc, il y aurait d'autres problèmes, le personnel non qualifié, la non-motivation, l'état, le plateau technique. Il y aurait beaucoup de choses à régler. Voilà, pour décrypter évidemment l'actualité congolaise, l'actualité socio-économique de la République du Congo. Avec moi sur ce plateau, Didier Mwini-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du CRC. Bonjour Didier. Bonjour Christian et merci pour cette invitation. Merci d'être avec nous sur R7 Didier Mwini-Volo. Alors, vous avez certainement suivi Denis Sassou Nguesso et là, je viens de vous montrer quelques reportages, évidemment. Ce sont les faits, rien que des faits, vécus par les Congolais. Malgré tout cela, Denis Sassou Nguesso pense que sa vision est en marche et là, il va accélérer donc la marche vers le développement. Ceux qui ne veulent rien voir de ces réalisations, ce sont les oiseaux de mauvais augure. Et là, voilà, il s'adresse particulièrement aux Congolais de la diaspora. Vous l'avez suivi? Votre commentaire? Alors, mon commentaire, c'est que en suivant ce monsieur qu'on appelle... qui s'appelle Denis Sassou Nguesso est qualifié abusivement de président de la République du Congo, puisque un président ne peut pas dire ça. Un président, lui, il traite les réalités. La politique, c'est l'art de gérer les problèmes de la cité.
La politique se distingue de la philosophie parce que quand on philosophe, quand on est en train de philosopher, on peut raconter la cité idéale, on peut penser au monde parallèle. Je me souviens que lorsque j'arrive en première année d'histoire au département d'histoire à Bayardel, déjà nos enseignants, nos profs comme les Sakomba, paix à son âme, ou les Yvon Norbert Gambeg, ou encore les Bafouetela, les Abraham Ndingambo, le grand maître Abraham Ndingambo, notamment dans le cours méthodologie d'histoire, en tout cas c'était initiation aux sciences historiques, voilà, l'intitulé même de l'unité c'était initiation aux sciences historiques, qui nous disait l'histoire est une science sociale, est une science véridique, réelle. En histoire, on n'est pas là en train de fantasmer. Ceux qui veulent fantasmer, ils peuvent aller au département d'à côté, le département de philosophie, de littérature. Là, on peut s'évader, mais l'histoire est une science. Et là, on découvre le qualificatif des sciences historiques, et avec Marc Bloch, l'apologie pour l'histoire au métier d'historien, avec Yann Vansina de la tradition orale, comment la tradition orale vient alimenter. Donc, Denis Sassou Nguesso, soit il est président du cercle des philosophes congolais, donc il fantasme, ou des littéraires congolais, soit il est président de la République, c'est-à-dire celui qui utilise les richesses du pays. Les richesses du pays est une réalité. Regardez leurs fêtes, leurs mariages, leurs vacances. C'est une réalité, ces richesses-là. C'est avec la richesse. Et donc, soit il utilise cette richesse pour la construction du Congo, pour le développement du Congo, entre griffes, en tout cas le progrès, l'amélioration de la vie des Congolais, soit il est dans les fantasmes. Mais déjà, il y a plus de 5 ans sur votre chaîne, je parlais de 2 Congos. Pour nous, il y a un Congo, la République du Congo. Pour nous, nous avons un pays. Mais dans la tête de Sassou, de Koliné Makosso et de ceux qui les suivent, il y a 2 républiques du Congo. Il y a la République du Congo parallèle, où tout le monde vit bien, où il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Et là, ils veulent même accélérer le développement jusqu'à dépasser, je ne sais pas c'est quoi leur modèle. Parce que quand je dis, je vais accélérer le développement, c'est quoi mon modèle? Je disais la dernière fois sur votre chaîne, c'est que lorsque je suis étudiant en Chine entre 1996 et 2000, j'étais assez étonné de voir les Chinois, je parle même des étudiants et des profs que j'avais à Fudan, dire, nous, notre modèle, ce sont les États-Unis et nous allons les battre. Je leur disais, mais déjà arrivé au niveau de la France, de l'Allemagne, du Japon. Ils m'ont dit, non. Vous voyez, alors le modèle de Sassou, c'est quoi? Et je vous rappelle que Sassou se mesure avec de la médiocrité comme lui. Et c'est ça qui est quand même dangereux. Donc, vous avez ce Congo parallèle qui va bien, où tout se passe bien, et on dit ceux qui ne veulent pas voir, c'est des oiseaux de mauvais augure. Et il y a le Congo réel, le Congo de vous et moi, le Congo de 6 500 000 Congolais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de route. En 2026, les Congolais se déplacent avec les pirogues en pleine capitale. En l'an 2000, Dubaï, le Qatar, c'était les pirogues, les chameaux. Regardez sur la toile. L'an 2000, c'était les chameaux, et regardez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, Brazzaville est 20 fois, 30 fois mieux que Dubaï, mieux que le Qatar. 26 ans après, est-ce qu'on peut comparer Brazzaville et le Qatar? Même Pointe-Noire, même Ouesso. Monsieur Perrin, j'ai dit aux Congolais, ayez en tête la méthode comparative. J'ai échangé avec beaucoup de Congolais qui souvent m'écrivent. J'ai dit, allez faire la méthode comparative. Regardez les images de Dubaï, le golfe arabo-persique, ces monarchies. Regardez les images de leur ville en 1980, 1990, l'an 2000. Prenez Ouesso, prenez Dolisie, prenez Pointe-Noire, Brazzaville, n'en parlons plus. Prenez Kinshasa. Et regardez 20 ans, 26 ans après. Mais c'est incroyable. Et donc, nous, le Congo, c'est la réalité, la misère. Le Congo de Sassou, c'est le Congo du bonheur, le Congo du... Mais c'est normal, c'est lui, papa bonheur. Donc, nous ne vivons pas dans le même monde. Je peux même anticiper en disant, ces Congolais-là qui souffrent, qu'est-ce que vous attendez encore de ce monsieur? Rien. Et il parle des oiseaux de mauvais augure, alors que vous venez de montrer là les problèmes d'eau, les problèmes de transport et les problèmes de santé.
quand vous apprenez que Wesso n'a aucun chirurgien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est celui qui est de la science, du domaine. Il n'accuse personne, mais il pointe une réalité qui est là. Monsieur Perrin, on a combien de compatriotes à Wesso? Wesso, c'est combien d'habitants? Que Sassou Nguesso prenne son propre recensement, le recensement qu'il a fait. Wesso compte combien d'habitants? 100 000? 200 000 habitants? Et comment le pouvoir fait pour laisser un hôpital qui doit gérer 100 à 200 000 personnes sans chirurgien? Alors, moi, je veux que mes parents de Wesso, comment ils font quand ils ont des appendicites? Comment ils font? Opération de chirurgie simple, l'appendicite. Comment ils Et font? là, pardon, pendant que vous en parlez, le professeur Yanza vient de dire d'ailleurs que même les salaires ne sont pas payés, il n'y a pas du matériel médical, et tout ça, ça manque, il y a moins de médecins lorsqu'on essaie un peu de comparer le ratio. Et dans le même temps, il y a, je crois, 2000 par année, et c'est le rapport que j'avais lu, chaque année, le gouvernement congolais dépense 2 milliards 200 millions de francs CFA. 2 milliards 200 millions de francs CFA pour des évacuations sanitaires des gouvernants. Rien que les gouvernants, c'est-à-dire bon, voilà, les membres du gouvernement, les députés, 2 milliards par année. Mais il n'y a pas l'argent pour nos hôpitaux. Il n'y a pas de salaire pour le personnel médical. Et dans le même temps, Sassou Nguesso estime que bon, ceux qui parlent, qui critiquent en fait son action publique, sa médiocrité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des oiseaux de mauvaise augure. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'ils ne conçoivent pas que les Congolais, quel que soit là où ils sont, s'intéressent à la vie publique, alors que lorsqu'on jette un coup d'œil sur l'article 25, bien sûr, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est un droit garanti pour chaque citoyen de s'intéresser ou de participer à la vie politique de son pays, à la vie ou, disons, aux affaires publiques. Qu'est-ce qui peut expliquer que Sassou Nguesso ne puisse pas concevoir cela? Alors, qu'est-ce qui explique que Sassou ne puisse pas concevoir cela? Mais parce que Sassou Nguesso se croit extraordinaire. Il croit qu'il est un homme exceptionnel. Or, il n'en est pas. L'homme exceptionnel, c'est celui qui crée vraiment un vrai changement. Or, Sassou a trouvé en 1979 un pays qui allait plutôt pas mal. Nous étions, quand Sassou prend le pouvoir le 5 février 1979, le Congo fait partie de ce qu'on appelait à l'époque les pays intermédiaires, les pays à revenus intermédiaires, les pays en voie de développement. Et déjà, c'est lui qui fait, il arrive en 1979. Le Congo est un pays à revenus intermédiaires en voie de développement. Donc là, il y a une marche qui est là. Et en 1986-87, nous sommes déjà parmi les pays pauvres très endettés. Donc, premier échec de Sassou, c'est déjà ça. Il revient après un coup d'État en 97, alors que Pascal Lissouba, paix à son âme, a eu le mérite d'équilibrer nos comptes publics, de rembourser la dette, de commencer à renégocier les différents contrats pour que nous puissions avoir des finances et commencer à investir. Parce que de toute façon, demain, quand Sassou partira, peu importe celui qui viendra, qu'il s'appelle Denis Christel Sassou Nguesso, qu'il s'appelle Alain Akwala ou qu'il s'appelle Tchatchema Biala, vous n'allez pas, si vous êtes sincère avec le peuple congolais, vous allez passer par ce chemin qui consiste à nettoyer les comptes publics, à sécuriser les matières premières, à renflouer les caisses de l'État, à négocier, renégocier la dette. Tout ça, peu importe celui qui prendra le pouvoir, parce que Sassou va laisser une poubelle. Donc, quand il revient, c'est encore lui qui détruit le pays. Mais vous savez, la particularité des structures psychiatriques narcissiques, c'est qu'il pense qu'il a toujours raison. Quoi qu'il faites ce que vous voulez, pour lui, ce qu'il fait, c'est bien. Ça c'est les psychologues appellent ça la pensée magique chez un enfant. L'enfant pense que ce qu'il fait, c'est bien. Vous savez, demandez aux psy, les psychologues vous diront qu'un bébé pense que s'il pleut, c'est parce que c'est lui qui a pensé à la pluie, donc la pluie tombe. C'est ça, parce qu'on est dans une phase d'indifférenciation entre le monde extérieur et lui. Et Sassou est bloqué au niveau d'un enfant de moins de 2 ans qui n'a pas réellement intégré que
le monde extérieur existe indépendamment de sa pensée. On est même au-delà de l'idéalisme. Sassou pense que le monde extérieur vit par rapport à lui. Donc, si lui, il pense que les Congolais vont bien, donc les Congolais vont bien. Et s'il Oui, mais arrive à dès lors que, construire... pardon de te couper comme ça, à Didier Mounivolo, dès lors que lui, il vit au palais, il se dit que tout le Ah monde oui, vit comme lui. mais Et la bien sûr, preuve, mais c'est bien que sûr. quand il a été viré première, en 1992, oui, les Congolais l'avaient viré en 1992. Et dès qu'il avait été viré, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié en France parce qu'il ne pouvait pas vivre sans être, C'est voilà, souvent le chef d'État dans le africain. statut il était en tant que président. Et quand il a perdu voilà, ce statut, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est allé en France. C'est quelqu'un qui ne peut pas en réalité vivre le Congo sans le statut du président, en fait. Et Mais il dès lors est qu'il est dans au son palais, palais. bah, il se dit que tout le monde vit comme lui. Il a les milliards qu'il prend dans Louis la XVI, caisse. c'est Louis XVI à Versailles. Tranquille. C'est Louis XVI à Versailles. Le peuple a faim, le peuple gronde, et lui, il est à Versailles, il fait la fête. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est la révolution. Et je rappelle aux Congolais d'aller voir qu'est-ce qui fait que l'Égypte, l'ancien empire, et je l'ai déjà dit, hein, l'ancien empire égyptien s'est arrêté et on est entré en période intermédiaire et après est arrivé le Moyen Empire. Mais pourquoi? La révolte, c'était quoi? C'est ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire que à l'époque, les Égyptiens, la première révolution de l'humanité, c'est en Égypte. Les Égyptiens se soulèvent contre quoi? Mais contre les conditions sociales des populations. Les Égyptiens ne se sont pas soulevés pour demander qu'on change le pharaon ou qu'on change le Tsati, le premier ministre. Non, ils s'étaient soulevés parce que les conditions de vie étaient telles qu'ils ne comprenaient pas que le premier ministre qu'on appelait le Tsati, le pharaon, la cour, les nobles vivaient bien et le peuple n'avait même pas du pain. Le peuple n'avait même pas de l'eau à boire. Donc, ces problématiques sociales, ça relève du contrat social le plus banal. Lorsque vous êtes au pouvoir et que vous avez les commandes de l'entreprise, le commande d'une administration, le commande d'un pays, votre responsabilité, c'est de mobiliser les ressources pour résoudre les problèmes des populations, les problèmes de vos salariés. Vous avez par exemple la famille de Sassou, qui, quand je dis la famille élargie, avec, moi j'entends par exemple dans les entreprises de Willy et Toka, dans le pétrole, il y a des gens qui boudent parce qu'ils n'ont pas leur salaire. Total, pendant qu'on se parle, vous et moi, Total vient de réaliser plus de 5 milliards de bénéfices au deuxième trimestre, suite à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, suite à la guerre en Russie, entre la Russie. Donc, actuellement, les produits pétroliers sont recherchés. Comment vous pouvez comprendre que toutes les entreprises pétrolières, gazières mondiales font des bénéfices énormes? Dangote, aujourd'hui, est en train d'être dragué, courtisé par les Européens pour fournir à l'Europe à peu près 40% du kérosène qu'on va consommer dans l'espace de l'Union européenne. Donc, Dangote c'est normal, il fait son travail. Où est le Dangote congolais? Et pourquoi le pétrole et le gaz au Congo ne rapportent rien? Monsieur Koliné Makosso, je vous invite au débat. Monsieur Denis Sassou Nguesso, je vous invite au débat. Comment se fait-il que toutes les compagnies pétrolières, Total existe au Congo? Comment Total fait des bénéfices et au Congo, nous n'en faisons pas? Nous sommes le seul pays au monde, alors que depuis bientôt 5 ans, le pétrole et le gaz, ça renfloue les caisses des pays producteurs et en plus, nous avons une raffinerie. Qu'est-ce qui fait Et que d'ailleurs, c'est pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes le 24 juillet 2026, le baril est passé à $100. Mais Ça veut comment dire se qu'il y a beaucoup fait-il que d'argent. c'est Dangote qui construit sa raffinerie à quelques mois, qui va fournir le kérosène à l'Union européenne, et nous, semble-t-il que Denis Sassou Nguesso, c'est l'ami de Total, semble-t-il que Denis Sassou Nguesso, c'est l'ami de l'ENI italien, semble-t-il que Denis Sassou Nguesso, c'est l'ami des Européens, on protège son pouvoir, mais qu'est-ce que nous en tire comme profit? Semble-t-il que cette incompétente qu'on appelle Françoise Joly, semble-t-il que c'est un atout pour le Congo? J'ai vu même un Congolais qui vit en France a écrit un livre tellement médiocre. Je l'ai invité au débat, il n'est pas venu, mais j'aimerais débattre avec lui, qu'il me démontre que cette femme, c'est un atout. Elle ne peut pas nous faire bénéficier de nos richesses. C'est elle qui va négocier, semble-t-il, nos contrats pétroliers.
Maintenant, dites-moi aujourd'hui, ces contrats nous rapportent quoi? Ça nous a apporté les armes et les mercenaires. On va en parler tout à l'heure, les mercenaires de l'Africa Corps, c'est comme ça qu'on appelle ça. Didier Mouinivol, on revient un peu sur les propos de Denis Sassou Nguesso ici. C'est pour comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent carrément aux Congolais de l'étranger, selon Mais vous? parce que les Congolais de l'étranger, pas tous, hein, mais en tout cas, les Congolais de l'étranger résistent au pouvoir, résistent à sa pensée magique, ramènent la réalité du Congo sur la table, telle qu'elle est. Quand vous regardez tout ce que certains Congolais de la diaspora apportent comme analyse, comme réflexion, et qu'il y a des répercussions au niveau du Congo, mais Sassou se trompe en croyant que ce ne sont que les Congolais de la diaspora. C'est faux. Regardez les Congolais sur place au Congo, plus personne ne croit à lui. Quand vous regardez les gens qui vont puiser de l'eau souterraine, regardez ce que ces gens-là disent. Ces gens-là viennent contredire la vision de Sassou. Regardez le débat sur Tieleka, même si les gens ne vont pas aussi loin que ceux de la diaspora, mais ceux de la diaspora, ils vivent dans des pays où on voit ce qui se passe et on a la liberté de parole. Mais les Congolais à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Ouesso, dénoncent, critiquent et disent que les choses doivent changer. La seule différence avec la diaspora, c'est que la diaspora demande très clairement le départ du pouvoir, ce que les Congolais sur place au Congo ne peuvent pas demander. Moi je dis aux Congolais, très sincèrement, depuis que je passe sur votre chaîne, M. Perrin, aujourd'hui, les Congolais ont acquis la certitude, sans risque de se tromper, que si je deviens président du Congo, mais au bout de 5 ans, le Congo ne va pas se développer, mais les Congolais vont jouir, vont bénéficier de leur richesse. J'ai donné suffisamment de solutions pour qu'aujourd'hui, les Congolais comprennent que je ferai meilleur président que Denis Sassou Nguesso. Et si demain, il y a un autre président, je ferai meilleur premier ministre. Je serai choisi des compétences. Sur votre chaîne, passent des gens qui parlent de la santé, qui parlent de l'eau, qui parlent de l'électricité, qui parlent de comment sécuriser nos ressources pétrolières, gazières, minières. Donc, toutes ces ressources-là sont au service du Congo, mais à condition que le pouvoir quitte. Ces gens-là refusent de travailler avec le pouvoir parce qu'ils savent que c'est des voleurs, c'est des brigands. On ne peut pas aller servir un pouvoir qui tue sa population, qui tue sa jeunesse, qui ment, qui détourne l'argent. Dans un pays avec la situation du Congo, le président ne peut pas montrer des costumes à 6 000, 12 000 euros. Il ne peut pas porter des montres à 6 000, 8 000 euros. Il ne peut pas avoir un blouson à 60 000 euros, critiqué par la presse française pendant l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Vous voyez comment on gaspille l'argent? Dans le Congo que nous voulons construire, aucun ministre, aucun responsable public aura une fille qui pourra donner 1,5 milliard à un copain ivoirien ou je ne sais pas de quel pays, sans être convoqué par la suite par la justice pour qu'elle vienne s'expliquer. Où est-ce qu'elle a trouvé cet argent-là? Le fils de Hugo Golondele, ça montre 255 000 euros dans un des meetings. Je l'ai dénoncé sur votre chaîne. Et d'ailleurs, il y a même une vidéo qui circule encore sur la toile où on voit les enfants de Willy Nguesso dans les jets privés faire mais vraiment la vie. Avec quel argent? Willy Nguesso, son grand-père était pêcheur dans les eaux de la Lima. Tout comme mon grand-père qui est né au village. Mon grand-père est né au village. Alors, comment ils ont eu cette... On va être sévère. On va être sévère au moment de rendre des comptes. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière, mais les gens doivent démontrer l'origine de leur richesse. La richesse ne tombe pas du ciel. Dieu ne fait plus tomber la richesse. Je vais proposer un extrait de cette vidéo à nos téléspectateurs, question de les mettre un peu dans le contexte pour qu'ils comprennent de quoi nous sommes en train de parler pendant que les Congolais triment, comme qui dirait, dans la misère. Voilà, je sais que les pensions ne passent pas, les retraités n'ont pas leur pension, les étudiants boursiers n'ont pas leur bourse. On nous a dit ici, par le professeur Yanza, il n'y a pas de salaire pour le personnel médical. Bref, il y a tout un tas de choses, mais dans le même temps, vous avez les enfants de ces oligarques, s'il faut les appeler comme ça, véreux, qui vivent comme vous allez le découvrir. Suivez. De retour pour un Day in My Life, édition vacances à Miami. Aujourd'hui, c'était le grand départ pour Miami en famille. Et oui, on fait Miami en famille ici parce que notre Miami, c'est pas le Miami
trashy que vous avez l'habitude de voir et je vais vous emmener avec moi pendant toute la semaine. Donc on s'est retrouvés à l'aéroport, là je vous fais mon petit outfit check et ensuite on s'est rendu dans l'avion. Donc chaque année, chaque été, je pars en vacances avec ma famille. Personnellement, c'est hyper important pour moi de participer aux vacances avec eux, même si je n'ai techniquement plus l'âge de participer. Je trouve que c'est super important de se retrouver en famille, etc. Et genre, c'est toujours des bons moments. Donc bref, on est monté dans l'avion. Là, c'est mes frères. J'ai pas fait de tour de l'avion, mais bon, voilà, vous voyez un peu le mood. Je sais pas pourquoi ils ont mis des djellabas, c'était leur délire. On a pris le petit déjeuner, ensuite on a dormi, donc j'ai pas fait énormément de snaps, mais je me suis préparée, j'ai fait mes petites boucles sans chaleur, j'ai mis mes petits eye patch. Et ensuite, j'ai tapé la meilleure sieste de ma life, parce que j'étais épuisée et que le vol durait 9 heures. Enfin, 8h30. Ensuite, on s'est réveillé, on a déjeuné, et ma sœur avait commandé M. Sherif, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bon. Ensuite, je me suis changée, donc j'ai mis un petit capri pour être dans le mood, hein. On arrive à Miami, donc voilà. Et on a atterri, donc je crois qu'on a atterri vers 15h, il me semble. Il faisait super beau, il faisait super chaud et humide surtout. Pour ceux qui sont jamais allés, sachez qu'il fait super humide à Miami, genre vraiment. Donc ensuite, on a pris la route pour nous rendre à l'hôtel. On était déjà resté à cet hôtel l'année dernière et on a kiffé, donc on est revenu tout simplement. On a fait notre check-in et ensuite on est monté dans la grande chambre pour la surprise de mes frères parce que c'était l'anniversaire de mes frères qui sont jumeaux et voilà, mes parents leur ont offert des places pour la finale de la Coupe du Monde. Ils étaient hyper contents, genre ils étaient hyper surpris. Bref, ensuite moi j'ai check-in dans ma chambre, donc je vous fais un petit room tour. L'année dernière j'avais une suite avec ma sœur, mais là on avait chacune une chambre. C'est plus sympa, mais en vrai, je regrette de pas avoir été avec elle parce que c'est quand même plus sympathique d'être à deux, quoi. Mais bon, c'était très joli, je vais pas me plaindre. La vue est magnifique, genre se réveiller tous les jours avec le bleu comme ça, c'est juste une folie. Et c'est super agréable, le vent et tout. Pour ceux qui veulent les informations de l'hôtel, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, on s'est installé et on allait se balader avec ma sœur. Donc, on allait acheter quelques snacks à Walgreens parce que c'est important d'avoir des snacks. Donc on a acheté des pop-corn, des petits trucs et tout pour l'hôtel, 2-3 trucs qui nous manquaient. Et ensuite on s'est rendu à Brickell pour aller voir un film parce qu'on était trop fatigués pour faire autre chose en fait. Donc on est allé au cinéma et en fait on a découvert qu'en fait on pouvait commander plein de trucs en fait sur sa place au cinéma, ce qui est trop sympa. Donc on a commandé des petits snacks, on s'est rendu dans la salle pour regarder Vaiana. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première journée à Miami et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite parce que je vlog tous les jours. Des bisous. Bien, Didier Mwindi-Volo, après, certains viendront dire, bah, écoutez, c'est leur vie, ça ne vous regarde pas, alors que là, c'est une vie, mais vraiment, on affiche un peu comme qui dirait une vie ostentatoire. Normalement, ça devrait interpeller la justice congolaise. Attention, Christian. On ne peut pas dire c'est leur vie. Non. Dès lors que cette vie est financée par l'argent public, les enfants de Dangote, les enfants de Bill Gates, les enfants de Brad Pitt, qui sont sur des jet skis, ça c'est leur problème. Je sais que c'est l'argent qu'ils travaillent eux. Ce que nous condamnons, et on a raison de condamner, c'est l'argent public. On ne voit pas les enfants de Donald Trump, les enfants de Macron, les enfants d'Angela Merkel. Et Manuel Valls est allé voir un match de Barcelone avec l'avion de l'État français alors qu'il est Premier ministre, mais la présence de son fils n'était pas autorisée par les textes de la République. Il a remboursé 1600 ou 1800 euros parce que le Trésor a calculé et pour éviter des problèmes. Non, moi je parle d'une chose très claire, c'est l'argent public. Vous avez parlé de ce grand médecin qui explique les difficultés. Monsieur Perrin, je renvoie tous les Congolais aux vidéos du ministre de la Santé, 30 jours pour convaincre en toute transparence, sur Télé Congo. Il a dit quoi, le ministre de la Santé? Qu'on a des plateaux techniques, on n'a pas à jalouser les plus grands hôpitaux du monde. Ça, c'est le ministre de la Santé qui l'a dit. Il a dit ça il n'y a même pas un an, il y a quelques mois. Or, que vient dire le professeur? Qu'on n'a pas assez de plateaux techniques, on ne peut pas opérer plus de 3 malades au CHU de Brazzaville par jour. Une ville d'1,5 million habitants, une ville de plus d'1,5 million habitants, le plus grand hôpital ne peut pas faire plus de 3 opérations par jour, peu importe le type d'opération chirurgicale. Vous imaginez?
Oui, mais la vraie preuve, c'est qu'eux-mêmes ne se soignent pas sur place. Pourquoi? Il faut leur poser la question. C'est ce que nous avons déjà condamné. Et là, c'est un praticien qui vient dire, voilà notre réalité au quotidien. Et il parle quand même d'une chose grave, de la démotivation. Comment Le voulez-vous personnel de santé n'est pas payé, donc démotivé, totalement démotiver démotivé. si les gens qui ont prêté le serment d'Hippocrate arrivent à être démotivés, mais la responsabilité première revient à l'État. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le pouvoir fait pour garantir aux Congolais un système de santé viable, mais déjà en prenant soin des soignants? Il faut soigner les soignants, il faut prendre soin des soignants, il faut donner du matériel aux soignants. On préfère aller acheter. Regardez une des filles de Sassou donne à son copain un parc automobile de plus d'1 milliard de francs CFA que la justice ivoirienne a récupéré pour enquêter. Mais avec 1 milliard, on peut faire la liste. On a quel plateau technique déjà au CHU? Si vous cumulez comme ça les milliards gaspillés, et moi je vous dis, moi président, moi premier ministre, moi dans le gouvernement, la première règle, personne n'a accès aux finances publiques, même le président de la République. Pour avoir accès aux finances, c'est pour acheter ce qui va dans l'intérêt collectif. Ce qui va dans l'intérêt collectif. Quand on apprend que même acheter les carnets de passeport, on n'a pas l'argent, on doit 15 milliards à l'entreprise, mais ce n'est pas possible. Oui, Didier Mouni-Volo, bon, je vous posais la question tout à l'heure. Vous avez même évoqué cette affaire en Côte d'Ivoire où la fille de Sassou mariée à un pasteur, ce pasteur qui affichait ses voitures de luxe. On peut imaginer la source de ce financement, mais ce qui paraît un peu curieux, moi je dis curieux parce que la vidéo, là où on montre ces enfants de Willy Nguesso, ils sont quand même dans des jets privés qui coûtent cher, dans des hôtels qui coûtent cher, mais une vie, franchement. Et là, curieusement, ça circule depuis un certain moment sur la toile. La justice ne peut pas les interpeller. Et c'est là tout le problème, en fait, avec le Congo. Comme vous l'avez dit, le Congo est divisé en deux catégories, je sais pas moi, en deux sociétés. Il y a une société de ceux qui ont fait allégeance à Denis Sassou Nguesso ou qui ont juré loyauté à Denis Sassou Nguesso, et ceux-là peuvent profiter donc même des crimes de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire le vol, les détournements. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, vivre comme des rois, comme voilà. Et il y a une autre société, une autre catégorie, la deuxième, bien entendu, des vrais Congolais, les 6 millions dont vous avez parlé, qui sont là dans la misère parce que, bon, ils ne sont pas dans le cercle de Denis Sassou Nguesso. Voilà, nous avons des enfants comme ça, des très jeunes, quand vous les voyez, visiblement, on peut leur donner 22 ans, 25 ans par là, mais voilà la vie que ces enfants mènent. Et la justice ne peut pas les interpeller, curieusement. Oui, mais c'est ça qu'on appelle, j'avais initié le qualificatif de gangstérisme, de gang. Parce que dans une république, ça, ce n'est pas possible. Dans une république, vous devez toujours justifier l'origine de vos moyens, l'origine de vos richesses. Et le procureur de la République n'a pas forcément besoin d'une plainte pour instruire une enquête dès lors que... Et d'ailleurs, c'est ce que son homologue ivoirien dit, qu'un citoyen ne peut pas montrer une telle richesse sur les réseaux sociaux et croire que les services judiciaires ne vont pas s'intéresser à lui pour dire, tiens, mais d'où vient cette richesse? Parce qu'on ne lui connaît aucune entreprise. Wilfried Nguesso, c'est le, non, c'est le pasteur de la famille. Le pasteur de la famille, en fait. C'est le pasteur qui a de la été même famille. déclaré persona non grata au Canada. Voilà. Donc, sauf si nous démontrons que à une organisation criminelle. Et ça, c'est la justice canadienne qui le dit. Sauf s'il démontre que ces prières font tomber l'argent du ciel, allons-y, pourquoi pas. Mais sinon, tout ça, je vous dis, peu importe la personne qui viendra au pouvoir, tout ça, tôt ou tard, il faut que les gens justifient d'où vient cette richesse. Comment se fait-il qu'ils ont eu accès au compte de l'État de cette façon? Conclusion des courses, eh ben, la politique au Congo, ce n'est pas l'art de protéger les intérêts collectifs, d'utiliser les ressources pour améliorer la vie des gens, garantir la sécurité des gens. Quand vous entendez ces jeunes qui vont puiser l'eau et qui disent, dès qu'on a bu cette eau, on a des diarrhées, on a des boutons sur le corps, on ne se sent pas bien. Nous sommes là dans des problèmes de santé publique. Et parmi ces jeunes, il y a nos filles, les femmes congolaises. Et aujourd'hui,
demander, bon, il faut que les études soient faites, mais vous avez aujourd'hui de plus en plus des jeunes filles congolaises avec des gros problèmes de procréation, de conception. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi lié aux conditions de vie? Et quel est l'avenir du Congo si demain, nos femmes, nos filles ne peuvent pas concevoir? Donc, on accuse Bill Gates, semble-t-il, faussement, qu'il veut distribuer des médicaments en Afrique pour détruire les Noirs. On accuse tel laboratoire occidental, mais regardez déjà les comportements de nos dirigeants au quotidien. Est-ce que c'est des comportements qui peuvent garantir à nos femmes une bonne santé pour donner des bons fruits, c'est-à-dire des enfants sains qui vont continuer l'histoire du Congo? Or, dans la tête de Sassou, après moi, le déluge. C'est-à-dire que l'histoire du Congo doit s'arrêter avec lui. Et que ces enfants pourront, avec leur argent, continuer la vie dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut s'intéresser également à la manière dont Denis Sassou Nguesso conçoit le pouvoir? J'ai l'impression que pour Denis Sassou Nguesso, le pouvoir est un butin. C'est un gibier, comme il aime à le dire, qu'il a attrapé, et bon, voilà, donc en train de dépecer son gibier avec ses amis, et jusqu'au jour où quelqu'un d'autre viendra ravir ce gibier. La conception du pouvoir, parce que là, vous l'avez dit, le Congo a été divisé en deux sociétés. Vous voyez ces enfants-là, ou pas seulement les enfants, comment les ministres et leurs parents vivent au Congo. La preuve, ils vous disent que tout va bien. Dans une société où tout le monde est en train de constater que plus rien ne marche. Et il suffit de faire des comparaisons. On a commencé à le faire au début de cette émission. Les années 70, le Congo, on trouvait même des fontaines dans les quartiers. Moi, je me rappelle, même à l'école, il y avait voilà, des visites de routine, des visites de santé, il y avait des trucs comme ça. Il y avait des petits, j'allais dire, des dispensaires dans les écoles, ça existait. Et on partait à l'hôpital gratuitement. Il y avait des infirmiers scolaires, les médecins scolaires. On avait des distributions de Colgate au fluor, des brosses à dents avec une prévention santé bucco-dentaire dans les écoles. Moi, j'en ai eu jusqu'au collège, même au lycée, je crois. On a eu, en tout cas, des agents de santé qui passaient, qui faisaient de la prévention. On faisait des vaccins. Hein. J'ai été vacciné plusieurs fois à l'école. Hein. Il y avait des séances de vaccination dans des écoles. Mais tout ça... Tout ça, ça a disparu. Mais parce que ce que les gens ne comprennent pas, je sais pas, mais tout ça, Sassou a trouvé. Le problème de Sassou, c'est comment maintenir ne serait-ce que les choses au niveau où il les a trouvées. Quand Sassou prend le pouvoir en 1979, le Congo est un des pays les plus industrialisés en Afrique noire. Hein? Nous avions, comment on appelle, notre usine... textile. Vous avez Sotesco, vous avez Kitsundi, vous avez... et les Congolais, peut-être qu'ils ne le savent pas, ceux qui ont connu ce magazine, La Redoute. La Redoute, Bata, on a eu aussi Bata en ce temps-là. Mais mieux que ça, les serviettes vendues par La Redoute, c'était les serviettes fabriquées au Congo par Kitsundi ou ainsi de suite. Il y avait des produits de l'usine de Kitsundi qui étaient vendus. Et comment on l'a su? On l'a su parce qu'il y a eu, dans ma famille, il y a eu des gens qui ont commandé des serviettes, des produits sur La Redoute. Et quand c'est arrivé, ils étaient un peu étonnés de voir que ça ressemblait vraiment à ce que nous avions dans les magasins au Congo. Et certains ont dit, mais oui, mais c'est Kitsundi qui fournit La Redoute. Donc, et tout ça, ça a disparu. Au FNACOM qui permettait aux produits industrialisés d'arriver aux coins les plus reculés du Congo. Tout ça, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on nous vante? On nous vante 2 fils électriques et 2 robinets d'eau à Lumo où on chante Papa Sassou Mwana Mundele. Vous voyez le complexe? Donc, il faut qu'il soit Mwana Mundele pour que le Congo soit développé. Donc, si Tata Sassou Mwana Ndombi, Mwana Moyindo, ah non. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, son modèle, c'est qui? Son modèle, c'est des Brazza. Ses amis, c'est toujours des Blancs. Regardez au foot, il n'a jamais reçu des joueurs de Diable Rouge. Il n'a jamais reçu un entraîneur noir. Mais à peine on a nommé un entraîneur blanc qui n'a encore rien fait, regardez comment il le reçoit, il est content, il est complexé. Mais c'est ça. Et donc, quand vous avez un président totalement complexé comme ça par tout ce qui est blanc, mais où est-ce que vous voulez aller avec lui? Il va vous amener où? Il croit que mettre deux ampoules à Boko ou à Lumo ou à Luingui, c'est ça, accélérer la marche. C'est vraiment un exercice. Et d'ailleurs,
Pendant que vous le rappelez, lorsqu'on le suit d'ailleurs dans son interview, hein, il dit les gens pensent que amener le courant, je ne sais pas dans quel village, en traversant les vasières, c'est facile. Les gens pensent que pour construire une route qui va jusqu'à tel voilà, village, c'est facile. Alors là, je n'ai Et rien compris. J'ai l'impression que Sassou qu'il veut Nguesso est dire par là? totalement déconnecté en fait de la réalité. Le Congo a l'argent qu'il faut. On n'a pas besoin de faire traverser les gens dans des, je sais pas moi, des vasières comme il est en train de le dire. Il y a des technologies qui existent, il suffit de les commander et le Congo a Il a vu, l'argent pour ça. il a vu le fil électrique en Chine. Il a vu comment les Chinois travaillent. Il est allé plusieurs fois en Chine. Mars 2000, il a fait un grand voyage. Mars 2000. En Chine, moi, je suis étudiant en Chine en ce moment-là. Il voit comment les Chinois travaillent. Mais vous savez, M. Perrin, quand il dit ah, c'est difficile, mais d'accord, mais qui lui a dit d'être président? Mais qu'il parte. S'il pense que c'est difficile, pourquoi il ne démissionne pas? Qui a forcé Sassou à être candidat? Qu'il arrête. En tant qu'homme politique, ses propos sont inacceptables. Il y a eu un président français, Nicolas Sarkozy, quand il a été élu en 2007. Il arrive sur une chaîne de télé et il essaie de narguer les journalistes en disant « Mais vous savez, la fonction présidentielle, c'est une fonction difficile, le travail est très difficile, c'est pas facile, à ne plus dormir. » Mais tout de suite, tous les journalistes lui ont dit « Monsieur Nicolas Sarkozy, personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour être candidat. Vous avez été candidat au premier tour, vous avez maintenu votre candidature au deuxième tour, personne ne vous a obligé. Maintenant que vous dites que être président, c'est difficile, eh bien, démissionnez. » Eh bien, Sarkozy n'a plus tenu ses propos. Attendez, c'est lui qui a dit « je peux ». Maintenant qu'il sait qu'il ne peut pas, eh bien, qu'il dégage, qu'il ne reste pas. Il y a beaucoup de Congolais au Congo et dans la diaspora qui peuvent faire ce travail-là, donner l'électricité à 342 000 km². Il croit que c'est extraordinaire. 342 000 km², ça c'est extraordinaire. Il a trouvé l'électricité, il a trouvé l'eau. Allez inaugurer une bâche d'eau. Vous savez, si vous parlez d'accélérer le développement, les bâches d'eau, c'est pourquoi? C'est pour arroser les plantes et ce n'est pas pour donner de l'eau aux gens. Les bâches d'eau, la bâche d'eau qu'il a inaugurée, c'est pour arroser les plantes. Et puis les transformateurs électriques qu'il est allé inaugurer. Ne vient pas du château d'eau, ne vient pas d'une usine d'eau potable, ça vient d'une bâche agricole. C'est bien dommage, au moment où le monde parle déjà de l'intelligence artificielle, le Congo est encore au niveau d'aller inaugurer les bâches à eau et puis les transformateurs électriques dans les villages. Tout le gouvernement est content d'inaugurer un robinet en 2026. Un robinet. J'ai vu Sassou, Collinet, Jean-Jacques Bouya, Claudia Sassou dans les quartiers nord de Brazzaville, émerveillés de voir l'eau sortir d'un robinet. Mais mon Dieu, ils sortent d'où eux? Ils sortent de quelle période historique? Évidemment, c'est aussi l'expression de ce qu'ils sont, en fait, ces hommes. Didier Woli-Volo, on va donc avancer, par rapport au temps, bien entendu, on va avancer, et on prend donc le second volet qui porte sur l'enquête TV5. La fois dernière, nous parlions de Françoise Joly avec ses activités au Congo. Elle est allée chercher des mercenaires, évidemment. TV5 a confirmé, par une enquête, la présence, les paramilitaires russes Africa Corps, qui assure désormais la sécurité de Denis Sassou Nguesso. Comment expliquer ça dans un pays où il y a une armée, il faut le dire comme ça, si on peut encore leur concéder, une armée, il y a même une unité spéciale pour cela, donc la garde présidentielle, la DGSP, qui est payée par le contribuable congolais. Dans le même temps, on va chercher des mercenaires étrangers pour garder le chef de l'État. Comment expliquer ça? Alors, il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui peut expliquer. Moi, je n'ai pas d'explication, sauf à dire, déjà, où est-ce qu'il trouve l'argent pour payer ces mercenaires-là, parce que les mercenaires ne sont pas gratuits. Dès lors que c'est l'argent du pétrole, l'argent du bois, l'argent des minerais du Congo. Au-delà, si vous demandez à la Russie, à la Chine, à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne, de vous envoyer des coopérants militaires, des instructeurs militaires, sachez-le, ça vous coûtera toujours beaucoup moins cher. 4 fois, 5 fois moins cher que de faire appel aux mercenaires. Parce que le mercenariat, il y a une prise de risque. Dans le mercenariat, il y a une assurance tout risque. La prise de risque est telle que on va vous taxer très cher pour garantir la sécurité financière des familles qui restent en Russie, mais aussi, celui qui vient, il veut que quand il va rentrer, eh ben, sa vie est faite jusqu'à sa retraite. Donc, les mercenaires ont les monnaies très, 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 très chères. Mais l'analyse qu'on peut faire de l'arrivée de ces mercenaires,
ce n'est pas avec le peuple congolais. Et c'est là où, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que ces mercenaires, c'est certainement la conséquence des tensions dans la famille du pouvoir, parmi ceux qui sont au pouvoir, parce que n'oubliez pas que Denis Sassou Nguesso, malgré tout, est un être humain. Et Lénine disait, tout ce qui naît, mérite de périr, finit par disparaître. Et lui aussi disparaîtra, comme moi, comme vous, comme nous tous. Et donc, la fin des dictateurs comme Denis Sassou Nguesso, c'est toujours une fin incertaine, tragique, difficile, déjà pour le clan. Qui pour prendre sa place? On a vu que la stratégie qui consistait à donner le PCT à Christelle Sassou Nguesso a échoué. On a vu la stratégie qui consistait à donner une place de choix à Christelle Denis Sassou Nguesso pour qu'il puisse réaliser je ne sais quoi et avoir une certaine popularité au sein de la population congolaise a échoué. Tout ce que Christelle a fait a échoué. Et la carte semble être Jean-Jacques Bouya, vice-premier ministre. On le voit maintenant partout, toujours dans des projets aussi médiocres que bidons. Mais on essaie de jouer cette carte-là. Okemba est en voie de disgrâce, certainement. Dominique Okemba, certainement en voie de disgrâce. Pierre Oba, ministre, directeur de la police, a été envoyé à la retraite. On voit bien, quand vous regardez l'actualité sur les réseaux sociaux et sur les groupes WhatsApp, il y a une telle tension au sein du pouvoir que on ne fait plus confiance. Déjà, Sassou n'avait pas confiance. Oui, mais au point de ne plus faire confiance à toute une armée, c'est ça. J'en arrive. Sassou n'avait pas confiance à l'armée. Déjà, Sassou, il n'avait pas confiance à l'armée. Il a créé les milices, les miliciens, sous les ordres du colonel Ngakala. Donc, il avait déjà créé sa propre armée. Et n'ayant toujours pas confiance à l'armée, il a surarmé la sécurité présidentielle, déjà Sassou 1. Voilà. Et donc là, avec la fin de vie, la question de l'héritage, est-ce que les miens vont rester au Congo ou vont se retrouver en exil, comme les Mobutu, comme les Bongo, comme les, comment vous les appelez, comme les Bokassa et autres? Oui, c'est ce qui attend la famille Sassou, parce que moi, je ne vois pas comment les Congolais vont accepter de cohabiter avec une race de racailles qui a détruit le Congo. Ça va être très compliqué. Et donc, les Russes ne sont pas là seulement pour sécuriser son pouvoir. Les Russes, les mercenaires de l'Afrique à Corse sont là aussi pour l'exfiltrer. Il faut savoir que les Russes, les Américains, les Anglais, les Français, ils sont très forts dans des opérations d'exfiltration. Oui. Donc, si demain... Oui, mais moi, je voulais m'intéresser quand même à quelque chose de tout à fait particulier. On a vu Serge Oboa à l'Action. C'est ici qu'on le disait. À un moment donné, on dit, mais le fait d'avoir jeté Serge Oboa dans une telle activité criminelle, parce que qu'on le veuille ou non, il ne va pas échapper. Dans tous les cas, le jour où Serge Oboa n'est plus à son poste, Sassou n'est plus là, Serge Oboa sera rattrapé. Ça, c'est la chose la plus sûre. Les éléments existent, les images existent, les preuves existent. Ah oui, mais on a beau dire tout ce que l'on veut. La prison, ni et voilà, ni à la Cour pénale internationale. Quelques jours après, bon, on ne fait plus, parce que c'est ça en fait la réalité. Moi, c'est ce que je suis en train de voir. Ça veut dire que même Denis Sassou Nguesso n'a même plus confiance à Serge Oboa. Possible. Qu'est-ce qu'il lui reprocherait en fait? Peut-être que Serge Oboa se dit, ben, tiens, le gars m'a grillé, qu'est-ce que je fais? Moi, pour survivre, il faut certainement que je prenne le pouvoir. Pourquoi? Parce que la seule possibilité pour Serge Oboa d'échapper à la justice, c'est de prendre le pouvoir. De devenir président lui-même. De devenir président. Oui. Parce que Sassou, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un dictateur, il peut tomber n'importe quel jour, même demain ou après-demain, on ne sait jamais. Et le jour où Sassou tombe, Serge Oboa ne sera pas couvert par l'humilité. On va le rattraper, lui et sa famille, naturellement. C'est là où il faut faire le lien avec la diaspora quand il dit les oiseaux de mauvais augure. Ce que nous disons là. Voilà, ce qui annonce la chute ou le drame à venir. En fait, qu'est-ce qui se passe? Cette analyse, il n'y a que dans la diaspora que les gens osent ce genre d'analyse. Au Congo, celui qui le dira, qu'il soit de Télé Congo, de Téléka ou de DRTV, eh ben, ça risque. Donc, tout ça est imbriqué, tout ça est lié. C'est-à-dire que Oboa, maintenant, il a compris que les crimes des bébés noirs, on ne va jamais laisser passer. Ils ont encore la couverture de Total, d'Eni, des gens, de leurs amis, les pouvoirs occidentaux,
parce que eux, ils sont au pouvoir, ils donnent gratuitement les matières premières. Mais on sait très bien qu'une fois que ce pouvoir-là tombe, plus personne ne vous protège. Et il n'y aura pas de terre d'exil. On ira les chercher juridiquement, je dis bien juridiquement. On va les traquer comme on traque les génocideurs rwandais, comme les juifs traquent les nazis. Donc, au Boa, qu'est-ce qui se passe? Sassou n'est pas dupe. Sassou sait très bien que celui qui assure son sommeil, c'est Oboa. Or, en Guinée, que ce soit la Guinée, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, ce soit les forces spéciales ou soit la sécurité présidentielle qui a déposé le président. Mais là, excuse-moi de te dire comme ça, tu es en train de leur foutre encore la trouille. Là. Ça, c'est leur problème. Vous savez, il y a un qui avait dit dans son analyse, oui, mais M. Mouini, vous ne voyez pas qu'on veut incriminer Okemba pour l'écarter, ce sont les enjeux du pouvoir. Et je vais dire ici aux Congolais ce que j'ai répondu à ce monsieur. Mais je m'en contrefiche royalement. Les Congolais ont tellement souffert que les massacres entre eux au pouvoir, très sincèrement, je m'en contrefiche parce que les Congolais souffrent. On ne peut pas hiérarchiser les morts. Ces enfants-là qui vous expliquent qu'en buvant cette eau sale, nous avons des diarrhées, nous avons la peau qui gratte. Dans un système de santé où un des grands chirurgiens vient vous expliquer que l'hôpital est mort, ces enfants-là sont condamnés à la mort. Regardez comment les gens meurent au Congo. Tous les jours, combien de corps on enterre à Brazzaville, à Wesso, à Liranga, à Kinkala, combien de corps? Et vous voulez que je me préoccupe d'un pouvoir mafieux, gangstérisme, qui s'entretuent entre eux? Ça va régler le problème de quel Congolais? Tout ce que nous attendons, c'est qu'arrivent au pouvoir au Congo des gens qui sont sérieux et qui s'occupent de ces enfants-là qui souffrent. C'est ça. Et donc, les Russes qui sont là, c'est pour protéger le sommeil de Sassou. Parce que peut-être que Oboa n'est plus en confiance. N'oubliez pas, monsieur Perrin, comment vous l'appelez, Dabira et Nyangambouala, il y a eu un procès où ils ont dit c'est l'avenir d'Mboshi. Or, un roi vieillissant, un roi en fin de vie et mourant, ne garantit plus la sécurité de son peuple. Mais ça, c'est historique. D'où, dans l'histoire des civilisations, il y a des rituels de mise à mort du roi vieillissant parce que le roi vieillissant affaiblit le pouvoir. Et ça, le pouvoir, soit, disons, de Mboshi ou de Sassou, n'échappe pas à ça. En Europe, par exemple, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? En Europe, vous allez voir, le Danemark, la Suède, l'Espagne, les rois abdiquent de plus en plus. À un âge donné, ils préfèrent abdiquer et laisser la place à son fils ou à sa fille pour échapper à ces rituels. Bon, ces rituels n'existent plus depuis longtemps. Donc, les Russes sont là pour, un, protéger son sommeil, deux, l'exfiltrer s'il tombe. Parce qu'il n'est pas sûr qu'entre les mains de ses propres parents du pouvoir, ou s'il tombe, il n'est pas sûr que même ses propres parents le laissent en vie. Par contre, il a certainement un contrat avec les Russes en disant « j'ai tant de milliards dans tel compte offshore aux Bahamas, aux Seychelles et autres. Une fois que vous me mettez hors du Congo, je vous signe un chèque de 5 milliards de francs CFA et puis bon, voilà. Moi, je pense qu'ils ont... Est-ce que c'est ce qui expliquerait également, je ne sais pas si vous l'avez observé, lorsqu'il voyage désormais, partout où il va avec toute sa famille. Vous verrez qu'il y a les petits-enfants, les enfants, les neveux, tout le monde est là et il voyage avec toute sa famille. Quelqu'un me disait qu'il voyage même avec le trésor du Congo. Donc, prêt à partir avec tout. Oui, il voyage avec toute sa famille pour garantir la sécurité, puisque c'est lui qui garantit la sécurité, prêt à partir avec tout, mais il ne pourra jamais partir avec le trésor du Congo. Je vous le dis encore et je vous en fais le serment. Sassou peut partir du Congo aujourd'hui. Il peut ramener tout le trésor congolais en 5 ans, et c'est ce que Pascal Lissouba nous a démontré. Rappelez-vous que quand Milongo arrive Premier ministre, Milongo dit qu'il a fait un audit des comptes publics. Il a trouvé, je ne crois, 3 000 francs CFA. Hein? Milongo dit qu'il a trouvé 3 000 francs. 3 000 francs CFA à l'époque. Mais qu'est-ce que Milongo a fait? Comme Premier ministre de transition, il avait les pleins pouvoirs, tous les pouvoirs. Milongo a verrouillé les comptes publics. Il a verrouillé les impôts, il a verrouillé la douane. Quand bien même que les compagnies pétrolières restées proches de Sassou refusaient de lui donner l'argent, mais avec
le port de Pointe-Noire, les aéroports, les douanes, le trésor, Milongo payait un salaire sur 2. Et Milongo a dit aux Congolais, moi j'étais au Congo, je me souviens, que si les compagnies pétrolières nous libèrent, on peut payer tous les mois. Mais Milongo a fait appel à qui? À des techniciens. À cette époque, l'ENAM avait encore une formation de qualité. Dans mon quartier, j'avais beaucoup on les appelle les grands de quartier, diplômés d'ENAM, qui étaient diplômés sans emploi, que Milongo a récupéré. Il les envoyait comme les secrétaires généraux des préfectures pour verrouiller la comptabilité publique au niveau des préfectures. Aujourd'hui, vous avez des compagnies étrangères qui font n'importe quoi, qui font de recherche d'or. Le préfet arrive dans la Sangha et lui, il est là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah, mais il faut que je fasse un dialogue. Mon œil, un préfet, tu dis que je fasse un dialogue. Vous avez l'autorité sur l'armée et la gendarmerie dans la Sangha. Vous demandez aux policiers, aux gendarmes, à l'armée de mettre aux arrêts ces entreprises-là. Vous positionnez l'armée sur place. Plus personne ne vient comme ça détruire notre environnement. Peuple congolais, sachez-le, si je suis président, ces genres d'entreprises, ils n'auront même pas 24 heures. Vous parlez tout à l'heure du préfet de la Sangha, Didier Bounivolo, parlons-en. Est-ce que ce n'est pas un problème de formation? Parce que je veux aussi évoquer un fait, je ne sais pas si les Congolais sont rendus compte, les étudiants d'ENAM étaient reçus à Téléka Média sur cette affaire de fraude à l'ENAM. Curieusement, on a vu des étudiants, comme qui dirait, défendre le crime par le crime. C'est-à-dire, lorsqu'on les accuse de fraude, qu'est-ce qu'ils retorquent? Ben, même dans les universités, à l'étranger, en Europe, il y a des tricheries, voilà. Et il y a d'autres qui sont allés beaucoup plus loin pour dire, ben, écoutez, mais même le directeur lui-même qui est là n'avait jamais validé, voilà. Disons son passage ou ses diplômes à la première session. Donc, généralement, c'est à la deuxième session qu'il... Voilà. Ce qui a attiré ma curiosité, c'est de savoir que pendant qu'on est en train de leur parler de la fraude, puisque ça avait été affiché, hein, ça circulait sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu, au lieu d'abord de s'excuser ou d'en appeler à la rigueur, non, apparemment, ils étaient même en train de faire l'apologie du crime, c'est-à-dire la tricherie. Pour eux, la tricherie, c'est normal, puisqu'ailleurs, ça existe. Comme un voleur qu'on attrape, là, on l'attrape, et lui, il dit non, 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 je ne suis pas le seul voleur au monde, donc voilà, vous n'avez pas à m'arrêter. C'est ce que ces étudiants ont fait sur un plateau télé, en plus, en train de justifier leur tricherie. La République de Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui vous étonne, en fait? Moi, j'ai vu ça, et puis j'ai vu l'emballement. Mais après, on a des préfets tels que ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Mais j'ai vu l'emballement médiatique, j'ai vu l'emballement national, international. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque, en France, on commence avec les biens mal acquis, les bandes existent sur Internet. Hein. Regardez sur YouTube, vous tombez sur les bandes. On pose la question à Denis Sassou Nguesso sur les biens mal acquis, l'argent qu'il vole avec sa famille pour s'acheter les biens en Europe, au Canada, en Australie, aux États-Unis. Il donne la même réponse. Il dit oui, pourquoi on ne regarde que pour les chefs d'État africains? Pourquoi on ne va pas regarder pour les monarchies du Golfe? Et c'est exactement, Omar Bongo fait la même réponse sur les biens mal acquis. Sassou fait la même réponse, c'est-à-dire justifier son vol par le fait que d'autres volent quelque part. C'est les étudiants de Sassou Nguesso. Et le résultat, vous l'avez dit, on a ce préfet. Le préfet, c'est qui? Le préfet, c'est le représentant du président de la République et du gouvernement sur le territoire de la préfecture. Il a autorité sur l'armée, la police, la gendarmerie. Il faut savoir que vous pouvez nommer un général d'armée, vous pouvez nommer un maréchal comme chef de division dans la Sangha, dans le pôle, n'importe où. Il est sous l'autorité du préfet. C'est le préfet qui le commande. Donc, quand ce préfet va voir ces plaies béantes causées à notre environnement, d'office, un préfet bien formé, d'office, il sait que ça, la loi n'autorise pas. Et le préfet ne peut pas être médiateur entre ceux qui font de l'orpaillage traditionnel, qui sont congolais, et une entreprise chinoise
qui est en train de détruire l'environnement. Mais qui le lui a dit? Dans quel cours il a appris ça? Des grandes étendues de sol et de forêts dévastées par des exploitants d'or chinois insensibles travaillant avec des puissantes machines d'extraction d'or nuit et jour, sans répit et au mépris des lois sur les mines, sur la protection de l'environnement et des interpellations des autorités locales et des cahiers de charges des communautés villageoises. Un crime environnemental au vu et au su des pouvoirs publics où tous les cours d'eau sont pollués. Le préfet du département de la Songa, Edouard Denis Okuya, a fait le triste constat. La réalité sur le terrain, il y a un litige entre les orpailleurs congolais et la société chinoise qui exploite l'or dans la zone. Et le constat, il est amer, du point de vue environnemental, du point de vue social, c'est assez difficile de comprendre. Mais je pense qu'on va faire le point avec les autres, mais c'est de premier abord, je vous dis que les litiges, concernant les litiges, ce que nous apprenons, c'est que les orpailleurs congolais sont ici avant qu'on attribue le permis. C'est ça le litige. Et ils veulent chasser maintenant les Congolais. Bon, on va essayer de regarder comment trouver la solution aux douanes. Ça, on va regarder avec eux deux. Je les ai invités demain pour faire un point avec eux, pour tout, pas seulement ici. Vous avez vu qu'on était aussi au Canada et aux États-Unis. Ici, on a à Mingobé. Je pense qu'on les a invités pour qu'on fasse un point général. Et puis, on va parler spécifiquement avec chaque entreprise. Dans quel cours de gestion administrative? Il a appris ça à l'ENAM avec les études. À l'ENAM avec les fraudes. Donc, tout de suite, le préfet appelle le directeur départemental de la police pour que ce site soit mis sous scellé jusqu'à ce qu'il vérifie qu'est-ce qui se passe. Et il peut positionner la gendarmerie et l'armée. Et donc, plus personne n'a accès au site jusqu'à vérification du permis d'exploration, d'exploitation, est-ce que le cahier de charge, parce que l'État congolais, quand il cède des permis, il y a un cahier de charge. Qu'est-ce que le cahier de charge? C'est un document dans lequel l'État dit ce que vous allez faire, avec quelle obligation. Et donc, ça permet au préfet de vérifier. Et si on est au-delà... Oui, mais Didier, pardon de vous couper comme ça, vous êtes en train de parler d'un pays qui fonctionne normalement. Ici, nous parlons de la République du Congo. Mais j'en arrive. Sassou Nguesso. Mais j'en arrive, M. Perrin. Christian, j'en arrive. Donc, quand vous voyez ces étudiants sur le plateau de Tieleka, en train de justifier que oui, mais est-ce que dans les grandes universités, vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais entendu les gens frauder? Attention, partout dans le monde, actuellement, au moment où on parle, vous et moi, j'invite ces étudiants-là de Tieleka de voir ce qui se passe en Inde. En Inde, le ministre de l'Éducation nationale est épinglé par les étudiants pour quel motif? Les fraudes. L'Inde est caractérisée par beaucoup de fraudes pendant les examens. Et là, ce sont les étudiants, comme eux, qui se révoltent parce que le ministre de l'Éducation nationale laisse passer les fraudes. On demande sa tête, et peut-être la tête du Premier ministre. Et puis, je vous dis une chose, actuellement, au moment où je vous parle, vous pouvez vérifier, M. Perrin, beaucoup de docteurs dans le monde entier, je ne parle pas au Congo, dans le monde entier, beaucoup de docteurs en 1920, 1960, qui avaient fraudé, c'est-à-dire qui avaient fait des plagiats pour leur doctorat, sont en train de perdre leur doctorat actuellement. J'ai déjà fait 3 diplômes de niveau 1. Monsieur Perrin, j'ai déjà fait 3 diplômes de niveau 1. À chaque fois, je dois déposer un mémoire dématérialisé, informatisé, pour qu'on le passe dans un logiciel qui dit si ce mémoire, c'est l'analyse du postulant ou s'il y a une quantité de reprises qui ferait que c'est du plagiat. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a un professeur, il y a un docteur, un professeur congolais comme ça qui est aussi menacé de retrait de son diplôme. Oui, on est en train de vérifier au niveau du CAMES les thèses. Alors donc, lorsque vous avez les étudiants de l'ENAM... Juste pour terminer, oui. Je pose la question au président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Koliné Makosso, à tous les membres du gouvernement et tous les journalistes congolais que vous êtes. Qui peut monter dans un lit, qui peut s'allonger dans un lit du bloc opératoire où le chirurgien avait fraudé à ses examens? Et il entend les infirmières dire ce chirurgien avait fraudé. Qui peut monter dans un avion et il entend les hôtesses en train de dire le pilote, le commandant de bord avait fraudé à l'examen, on n'est pas sûr d'arriver à bon port. Et pourquoi on accepte ces fraudes à l'ENAM où il n'y a aucune poursuite, il n'y a aucune enquête,
même les députés et les sénateurs, mais les enquêtes parlementaires. Nous avons ces étudiants, pourquoi ils fraudent? Parmi eux, il y a qui? Parmi eux, c'est cet humoriste à qui le procureur a dit « je vais te mettre à l'ENAM ». Parmi eux, il y a qui? Parmi eux, il y a la petite fille d'Oba pour nous. Madame Mabiala, journaliste, allez au fond des choses. Pourquoi vous ne reprenez pas le document dans lequel Oba Apounou écrit au ministre de la Justice Bon, elle est pour que sa parfois petite aussi fille tenue soit par à le temps. l'ENAM? La plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui ont acheté. Cheleka avait fait une émission où ça a été prouvé par les enquêtes de police des étudiants qui ont acheté leur entrée à l'ENAM 1 million, 2 millions, 3 millions. Là, il y a une enquête de police qui a confirmé les fraudes à l'examen d'entrée à l'ENAM. Donc, demain, vous allez vous présenter, mais on comprend la médiocrité de Kongakala, le procureur que nous avons. Demain, il faut donc réévaluer les diplômes que nous avons partout au Congo, dans notre fonction publique, dans nos hôpitaux, partout. Le directeur du CHU de Brazzaville, le Canadien, une des raisons de son départ, c'était quoi? C'est ce qu'on nous a dit, que des gens qui ont des doctorats, comment vous appelez ça? Les médecins, le personnel médical. C'est que Kabandour vous disait, oh, bah, docteur Dabayimboa, ne Bantibichi. Vous parlez des vétérinaires alors? Des médecins vétérinaires qui sont au CHU. Et ça semble, je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis qu'on nous dit, c'est l'une des raisons que ce médecin, ce directeur canadien ne serait pas resté. Et c'est l'une des raisons où nos malades, on arrive. Attendez, on parle d'une chose sérieuse. Ces étudiants de l'ENAM, c'est qui? Ce sont nos juges de demain. Ce sont nos procureurs de demain. Ce sont nos préfets de demain. Ce sont les ministres de demain. Ce sont les directeurs centraux, les directeurs généraux, les directeurs départementaux. Et comment ils viennent justifier, oui, si les fraudes, mais le directeur de l'ENAM qui est admis à la 2e session, mais il n'a pas fraudé. Il n'a pas fraudé. Didier Mwini-Volo, autant on va épiloguer autour. Moi, ce qui me paraît un peu bizarre dans cette affaire, c'est que les gens peuvent aller à la télé, sur un plateau de télé, où tout le monde est en train de regarder, de défendre un crime, de justifier un crime, et ils ne sont pas interpellés. Mais c'est pas possible. C'est ça qui est curieux. Mais dans quel pays nous sommes aujourd'hui où des étudiants... Moi, j'ai été étudiant à Bayardel. Cela ne me serait jamais venu à l'esprit d'aller à la télé justifier pourquoi il y a des fraudes en disant que dans les autres universités, les gens fraudent. Mais on est dans quel pays? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner même aux autres Africains? En fait, c'est une manière de valider la fraude pour dire ben, c'est normal, laissez-nous tricher. C'est ce que ces étudiants sont allés dire sur ce plateau-là. Mais ces étudiants doivent être arrêtés et puis, je ne sais pas moi, interrogés par la police pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Même la chaîne doit être mise en demeure pour ne pas laisser passer des tels... Non, mais la chaîne n'a pas de responsabilité. L'invité est seul responsable de ses propos. Madiana, mais madame, vous savez de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé de l'éthique. Mais c'est quoi l'éthique? Vous fraudez et vous parlez de l'éthique? Vous êtes sérieux? Un fonctionnaire, les premiers fonctionnaires dans le monde, notamment en Chine, pour être représentant de l'empereur, une seule qualité, une seule, ce n'était même pas l'intelligence, ce n'était pas des compétences à faire je ne sais pas quoi, c'était incorruptibilité. Incorruptibilité, c'est-à-dire que le fonctionnaire ne peut pas être corrompu. Oui. Le fraudeur, c'est déjà la corruption. Aux États-Unis, pour que les États-Unis soient, il fallait qu'à tous les niveaux, police, administration et autres, qu'on ait un groupe d'incorruptibles. Il fallait trouver. En fait, le fonctionnaire, on allait chercher des gens qui avaient une éthos, une éthique, des gens qui refusaient la corruption. Quand on est en train de frauder et on vient à la télé comme ça, défendre la triche, tous ces gens devaient être virés de l'ENAM. Didier Mwini-Volo, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous laisser conclure avec voilà ce mariage, un tout nouveau. C'est la série des mariages chez Sassou Nguesso, pendant que les Congolais sont en train de mourir de faim, de misère, n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité. Non, monsieur Sassou Nguesso et son clan, disons sa famille, voilà, c'est le paradis. C'est une série de mariages princiers. Là, ils sont allés au Gabon. C'est Junior Bongo qui doit se marier avec la fille de Tom Bongo. Et ce que nous avons appris, c'est qu'avant ce mariage, il s'était pas déjà marié au Congo? Pardon? Il ne s'était pas déjà marié au Congo, ce garçon? Ben, ça, je ne sais pas.
Les internautes nous le diront. Et donc, Oui. je disais, ce que j'ai constaté, c'est que parmi les festivités organisées pour ce mariage, c'est que Bongo Junior a organisé une campagne de consultation médicale gratuite. D'accord? Et puis, je crois, un projet d'adduction d'eau potable au Gabon. Et ce qui est curieux, c'est que on le voit beaucoup plus au Congo à côté de Sassou Nguesso. Il est, je crois, il doit être même conseiller de Denis Sassou Nguesso. Bon, c'est vrai que c'est son petit-fils, mais il joue aussi au fils de conseiller. Moi, c'est un peu l'utilisation de l'argent. Parce que jusque-là, on ne peut pas comprendre où est-ce qu'il trouve l'argent. Et c'est des gens qui s'affichent comme ça, à la télé, sur les réseaux sociaux, tels qu'ils sont en train de faire. À côté, il y a un peuple qui est en train de mourir de misère. Et c'est qui? C'est Sassou Nguesso et sa famille qui vient vous dire à la télé, non, ceux qui critiquent mon action, c'est des oiseaux de mauvais augure. Le voilà qui va brûler des milliards et des milliards tout le temps, en train d'organiser des mariages encore qui le fassent, voilà, en toute dignité, en toute, comme qui dirait, discrétion, les gens vont comprendre. Mais qu'y a-t-il à afficher comme ça? Chaque jour qui passe, sinon chaque semaine qui passe, un mariage princier dans la famille de Sassou Nguesso. Ce monsieur qui est à la tête d'un Congo où les gens meurent de faim, n'ont plus d'eau potable. Alors, il faut savoir que il faut être, il faut que le Congolais développe lui intérieur. En tout cas, il faut qu'ils entendent les moindres signaux qui passent. Les Zalénois, c'est une devise dans cette famille-là. Les Zalénois, c'est une devise dans cette famille. Et Bongaye Bongate, toujours meilleur. C'est une devise de Sassou et de cette famille. Mossala à l'État, Bassala Kamalembe Malembe. Donc, ça ne sert à rien d'être pressé. Mossala à l'État, ici, la Kate. Ça, c'est des choses qu'on a entendues sous Sassou 1. Mais j'avais au début, quand on me parle du coup d'État de Sassou, on est en 1997, je suis étudiant en Chine, j'ai dit, vous commettez une erreur en soutenant ce coup d'État. C'est pour cela que je ne supporte pas, ça m'appartient, je ne supporte pas tous ceux qui se sont alignés avec Sassou pour le coup d'État de 97. Qu'ils soient en prison, que Sassou les tue, Monsieur Perrin, je vais décevoir peut-être vos téléspectateurs, mais je m'en fiche, mais royalement. Tous ces gens n'ont pas trahi Pascal Lissouba. Ils n'ont pas trahi l'UPADES. Ils ont trahi le Congo. Prenez tous les étudiants congolais qui étaient avec moi en Chine, dans la même université ou pas, peu importe leur origine, Niari, Bouenza, Poul, Sanga, Cuvette, Quilou, tous, je leur ai dit, personnellement, je ne pardonnerai jamais à tous les Congolais et à tous les étrangers qui ont ramené Sassou au pouvoir parce qu'ils n'ont pas trahi Lissouba. Ce n'est pas mon problème que Lissouba perde le pouvoir. Ce n'est pas mon problème que l'UPADES perde le pouvoir. C'est le Congo qu'ils ont trahi. Parce que Sassou va faire reculer ce pays. Sassou va détruire la démocratie qu'on était en train de construire. Et c'est pour cela que j'en parle. Ces enfants qui étaient petits dans les années 80, écoutez-moi bien, peuple congolais, ces enfants qui étaient petits, ils vont réclamer leur part du gâteau. Et ces enfants-là vont ramener des petits-enfants. Et donc, Sassou, on a une vingtaine d'enfants. Vous ajoutez les petits-enfants, les cousins et les cousines et tout, le boucoutage dont on a parlé pendant la conférence nationale, ça ne sera rien. Ceux qui étaient avec moi en Chine se rappellent, quand je leur ai dit ça, j'ai dit ce que Sassou fera du Congo. Même Satan aura pitié des populations congolaises. De moi. Ils se sont, ils me disent, non, j'ai dit, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, je vous attends pour faire le bilan du retour de Sassou. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que ce pouvoir sait faire, Monsieur Perrin, on va installer une bâche et 2 fils électriques, 2 robinets, 3 ampoules à Boko, Lumo, Luingui. Mais regardez avec quel maestro ils organisent les mariages. Quand ils organisent les mariages, mais tout est nickel. C'est comme si c'était un mariage au paradis. Mais dès qu'il s'agit des Congolais, c'est des miettes. Dès qu'il s'agit de l'électricité, de l'eau, on vous sort. Ah oui, il y a une guerre au Proche-Orient, le détroit d'Ormuz est fermé. Mais les biens qu'ils commandent,
pour faire les mariages, les décorations, la bouffe, les champagnes, les whisky. Mais de ce pays-là, pourquoi ils ne font pas venir des ingénieurs? De ce pays-là, ils appellent en Europe, en Chine, partout, pour avoir du champagne, pour avoir... Mais ils n'appellent pas en Chine pour avoir des ingénieurs et réaliser l'eau potable. Mais les procédés d'eau potable, M. Perrin, si on prend l'état actuel des connaissances scientifiques en eau potable et en électricité, comment se fait-il? On a parlé de l'Afrique à Corse. Vous avez une franco-rwandaise qui appelle « Ah oui, bonjour Poutine, est-ce que tu peux nous envoyer Wagner ?» Mais pourquoi il ne dit pas à Poutine « On a besoin d'ingénieurs » Pourquoi il ne demande pas les ingénieurs à Poutine? Pourquoi à Xi Jinping, on ne demande pas les ingénieurs? Ils sont là, ils peuvent travailler avec nous. Moi, président, mais écoutez, si les Chinois veulent travailler avec nous, mais je veux les mêmes ponts qu'en Chine. Je veux les mêmes autoroutes qu'en Chine. C'est tout ce que je leur dirais. Dites-moi combien ça coûte. Combien ça coûte? Eh bien, je mettrai des vestes que je mets aujourd'hui, ce costume que je mets aujourd'hui. Pourquoi vous voulez que je change ça? Parce que je suis devenu président alors que le peuple meurt. C'est ça l'éthique. C'est ça l'éthique politique. Que vous lisez le cardinal de Mazarin, lisez Richelieu. C'est ce qu'il demande aux premiers fonctionnaires congolais, et plutôt français. L'éthique politique en France, c'est Richelieu, c'est le cardinal de Mazarin. Vous ne pouvez pas porter des habits chers là où les enfants n'ont même pas de chaussures. Christelle Denis Sassou Nguesso a fait disparaître une photo d'Internet où il est allé dans une école primaire. Lui, il a une chaussure à 4 000 € et il y a des enfants, M. Niabata. Il y a des enfants pieds nus. J'ai critiqué cette photo. Quel plaisir Koliné Makosso peut avoir de s'afficher avec des enfants qui sont malades. Il ne leur demande même pas s'ils vont bien, de quelle famille ils sortent. Et lui, il a un costume à 6 000 € sur fond public. C'est ça que je condamne dans ce pouvoir. Qu'ils aillent faire du jet ski avec l'argent de leur entreprise. Moi, ça ne me dérange pas si vraiment ils ont des entreprises. Mais pas avec l'argent public, là où le peuple souffre, quoi. Je ne sais pas, à la place du cœur, qu'est-ce qu'ils ont. Depuis qu'ils regardent R7, que ce soit les médecins qui passent sur R7 ou même sur Tcheleka, mais même sur Tcheleka, ce que ce chirurgien vient de dire, mais à un moment donné, Denis Sassou Nguesso, Koliné Makosso, le ministre de la Santé, ils se disent, mon Dieu, oui, les gars, on a un problème. Là, il faut qu'on change quand même. Mais ça fait quand même des années qu'ils sont là. Et donc, Koliné Makosso qui nous vante les hôpitaux congolais, il est menteur. Mais c'est pour ça que ces étudiants sont fraudeurs. Parce qu'ils sont tous fabriqués pareil. Ils n'ont pas honte de venir mentir au peuple. Voilà, merci Didier Mwini-Volo en tout cas. Indignez-vous, indignez-vous, soulevez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Puisque de toute façon, vous n'avez rien aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la force d'un peuple qui va faire la révolution. Puisque ce sont eux qui ont tout à perdre. Mais vous n'avez rien à perdre. Soulevez-vous. Défendez vos droits. Le pétrole congolais, ce n'est pas le pétrole de Sassou Nguesso. Les richesses du Congo sont les richesses de la population congolaise dans son ensemble. Je n'ai pas dormi quand j'ai vu cette vidéo de ce médecin pour la première fois où il me dit Ouesso n'a pas de chirurgien. Mais j'ai pensé à toute la population de Ouesso. Comment font les parents quand l'enfant est malade et qu'il faut opérer l'enfant? Ça, il faut que... condamné à mort. Mais il faut que le gouvernement s'explique là-dessus. On ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. Voilà, merci Didier Mwini-Volo d'avoir été avec nous sur R7, d'avoir décrypté l'actualité socio-économique du Congo. C'est encore un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau, mesdames, messieurs. Merci. Le plaisir est partagé en tout cas. Je vous en prie, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Voilà, aidez-nous donc à partager cette édition autour de vous, vos amis, vos collègues, pourquoi pas, voilà. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt. Merci, à bientôt.